On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 140 joueurs. À la 4ème place, nous avons une liste Drukhari en détachement pillard de l'espace réel. Du côté des personnages, on commence avec un archon en tant que seigneur de guerre, ainsi que l'élite Esperax. Du côté des unités de ligne, on aura tout simplement une unité de Dicéraste. En transport dédié, un Venom, et pour ce qui est du reste, prenez note. Un Chronos, 2 unités de 6 grotesques, 2 unités de 5 Hélions, une seule unité de 5 incubes, 3 unités de 5 fléaux tous équipés de 4 lances des ténèbres, 3 unités de 2 Talos et enfin un Void Raven Bomber. Avec les dernières évolutions en point, on aurait pu penser que la question aurait été « et si les Drukhari passaient simplement aux Talos ?» Pourtant, après divers ajustements dans l'environnement compétitif, les Talos se retrouvent idéalement placés. Ils offrent une flexibilité appréciable en termes de dégâts et bénéficient d'une grande résilience grâce à l'insensibilité à la douleur et à la réduction avec le -1 pour blessés dû au stratagème. Associés au grotesque, ils forment une liste capable d'adopter une approche agressive et d'éjecter des armées plus prudentes du champ de bataille lorsque nécessaire. Cette combinaison s'avère particulièrement efficace contre des armées comme les Nécrons Hypercryptes qui misent sur des tactiques d'évitement ou contre des configurations plus techniques telles que les cultes Genestealers. Ces deux styles étant devenus des éléments importants de l'environnement compétitif, disposer d'une réponse offensive devient un atout précieux. Les blocs de grotesque sont aussi parmi les rares unités équipées d'armes de type torrent, capables de produire suffisamment de dégâts pour forcer les nouveaux Tempestus Aquilons à les prendre au sérieux. Ils frôlent même la capacité d'éliminer une escouade entière avec des jets de dés plutôt moyens, obligeant ainsi l'adversaire à planifier en conséquence. Quant au Void Raven Bomber, il fait un retour remarqué en tant que l'un des rares aéronefs non stationnaires valant vraiment son coup, sa puissance de feu au moment de son entrée étant particulièrement efficace sur les terrains du UKTC où il offre des options de tir largement accrues. C'est une combinaison d'outils puissants et bien adaptés qui a permis de décrocher une solide 4ème place. Pour la 3ème place, nous aurons une liste culte Genestealers en détachement Biocentric Brute Surge. Dans les personnages, on commence avec 3 abominants, dont l'un aura l'optimisation Predatory Instinct. On rajoute un Biophagus, un Clamavus, 2 Kellermorph et un Patriarche en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Biomorph Adaptation. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 acolytes en autopistole, 2 unités de 5 acolytes avec les lance-flammes et 2 unités de 10 néophytes hybrides. En transport dédié, un Goliath Truck, et pour ce qui est du reste, ce sera 3 unités de 5 aberrants, 2 unités d'un seul Achille Rage Runner, alors les deux ont le même équipement, c'est-à-dire le mortier et le spotter. On rajoute une unité de 10 hybrides métamorphes et 3 unités de Genestealers pure souche. Petite précision, nous avons une grande unité de 10, qui sera accompagnée par le Patriarche évidemment, ainsi que 2 plus petites unités de 5. Le destin des cultes Genestealers s'améliore nettement dans ce nouvel environnement compétitif, avec l'un de leurs meilleurs taux de victoire depuis la sortie de leur codex. Ce week-end a d'ailleurs vu de nombreux joueurs tenter leur chance avec cette armée qui semble susciter un enthousiasme renouvelé. Toutefois, malgré des statistiques globales très encourageantes, les podiums ont été rares pour cette faction, à l'exception de quelques performances notables. Parmi elles, cette liste se démarque avec le détachement Biocentric Brute Surge qui impose une pression colossale à l'adversaire grâce à un mélange d'aberrants infiltrés, de Genestealers et de métamorphes mobiles. De plus, l'adversaire se heurte à plusieurs obstacles potentiels lorsqu'il tente de contre-attaquer. La capacité de s'activer en combat à la mort des aberrants mais aussi à la résurrection de l'abominant ou encore une intervention héroïque qui joue au bon moment peut complètement ruiner un plan adverse. Avec le stratagème Bio-Aurore Révélation, la priorisation des cibles devient également plus complexe. En prime, l'option Gen Twisted Muscle rend chaque unité menaçante pour l'adversaire, même si celui-ci parvient à surmonter la machine de guerre qu'est le Biomorph Patriarche. En parallèle, la liste conserve d'autres atouts des cultes. Les Kellermorph, ce sont des pièces utilitaires redoutables, un Clamavus permettant de bloquer certaines zones stratégiques, notamment contre les Aquilons, et les unités de ligne abordables offrent un excellent rapport qualité-prix pour le scoring et l'annulation de points de primaire. Ce type de liste combine à la fois efficacité et amusement, et elle a figuré parmi les plus performantes de la faction cette semaine. Une excellente prestation du joueur qui a su tirer parti des forces du culte Genestealers avec brio. À la seconde place, nous aurons une liste Adepta Sororitas en détachement armé de la foi. Dans les personnages, on commence avec une chanoinesse en jump pack, une imagifère, Junit Eruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, une palatine, ainsi que le triomphe de Sainte-Catherine. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 10 heures de bataille. En transport dédié, un immolator équipé des multimeltas jumelés, et pour ce qui est du reste, une unité de 3 arcoflagellants, 3 unités de castigator, alors la petite précision au niveau des équipements. Nous avons un seul castigator avec le battle canon,
et les 2 autres en autocanon. Une unité de 10 Célestians Sacro-Saintes, une unité de 3 Parangons Warsuit, une unité de 5 Séraphines, et enfin une unité de 5 Zéphirines. En deuxième position, la liste surprend avec une approche originale pour les sororitas. Plutôt que d'opter pour l'efficacité directe du populaire détachement porteuse de flammes, cette liste s'appuie sur une stratégie de défense en château, autour des castigators, créant une véritable forteresse de tir prolongé. Le stratagème Blinding Radiance, combiné avec le Shield of Faith en cas de blessure mortelle, permet à cette configuration de gagner des affrontements de tir intensifs tout en minimisant les pertes. Mais cette liste ne se limite pas à la défense. Elle peut déployer des frappes de mêlée dévastatrices via les Sacro-Saintes de Junit ou les Parangons Warsuit de Morvenval, en activant le stratagème Faith and Fury pour maximiser l'impact au contact. Elle dispose également d'une puissance de tir accrue lorsqu'elle booste un Castigator avec Divine Guidance. En synchronisant les tirs d'un autre Castigator et d'un Immolator, elle accède soudainement à des tirs puissants, avec des bolters lourds et des autocanons pouvant ignorer le couvert de PA-3, capable de percer presque n'importe quelle défense. Cette stratégie requiert une planification plus minutieuse dans le positionnement de vos unités que les listes classiques de porteuses de flammes, mais elle offre davantage de flexibilité pour adapter la pression sur l'adversaire. Cela s'avère particulièrement utile face aux armées comme les Votann ou les Tau, qui peuvent surpasser les sororitas en efficacité pure. Une performance remarquable, prouvant une fois de plus que la maîtrise stratégique avec une approche innovante finira par féliciter vos résultats. Enfin, à la première place, nous aurons une liste Astra Militarum, menée par Nassim Fouchan. Dans les personnages, on commence avec le Lord Solaire Léon Tuche, en tant que seigneur de guerre. Oui, vous m'avez bien entendu, je crois que les schmecs m'ont contaminé. Allez, on continue. Une unité de commandement Militarum Tempestus, une unité de commandement de peloton, ainsi qu'un tank commander. Du côté des unités de ligne, très simple, 3 unités de 10 attachants. Pour ce qui est du reste, nous avons 2 unités de Bullgreen, une grosse unité de 6 et une plus petite de 3, un Elond, 2 Leman-Russ Battle Tank, un Leman-Russ Exterminator, 2 unités de 3 Ogryn, 2 unités de 10 Tempestus Aquilon, ainsi qu'une unité de 10 Tempestus Sion. Nassim confirme que son succès du week-end dernier n'était pas une simple chance. En exploitant la puissance des Aquilons, la force de frappe des Tempestus et la récente réduction en points des Ogryn lui permettent de décrocher le trophée. L'expérience face aux Aquilons est redoutable. Ils contraignent l'adversaire à une posture défensive sur de larges pans du champ de bataille, tout en étant particulièrement difficile à neutraliser. D'autant plus avec l'arrivée d'une escouade supplémentaire en renfort lorsque les ressources adverses s'épuisent. Ce contrôle du tempo donne amplement le temps aux tirs de l'Astra Militarum d'infliger des pertes massives. Et les Ogryn, bien que de base, apportent une présence sur le terrain cruciale pour gagner de l'espace et surprennent par leur capacité à infliger des dégâts ciblés, notamment contre des unités comme les Genestealers pure souche, de plus en plus populaires. Lors des 2 dernières rondes, Nassim a affronté 2 puissantes armées de Chaos Space Marine, où la menace constante des Aquilons et le positionnement ont forcé ses adversaires à prendre des engagements désavantageux. Cela a permis à la puissance de feu de la liste de s'exprimer pleinement, annihilant les unités adverses. La capacité des Aquilons à restreindre les options tactiques de l'ennemi explique en grande partie leur efficacité. Ils éliminent des chemins que les adversaires pourraient emprunter pour contrer les forces de l'armée. Cette composition est appelée à marquer les prochains mois de compétition. Alors, félicitations à Nassim pour cette performance magistrale. Nous passons au second tournoi ayant regroupé plus de 80 joueurs. À la 4e place, nous avons une liste World Eater. Dans les personnages, on commence avec Angron en tant que seigneur de guerre, le seigneur Invocatus, un maître des exécutions World Eater équipé de son optimisation Berserker Glaive. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Jackal, 2 unités de Berserk de Khorne, petite précision, on a une grosse unité de 10 et une plus petite de 5. En transport dédié, un Rhino, et pour ce qui est du reste, on aura 2 unités de 3 Octoliers, 2 unités d'Octoliers exaltés, là aussi petite précision, on a une grosse unité de 6 et une plus petite de 3, et on finit avec une unité de 2 rejetons du chaos. Il est parfois tentant de qualifier une liste de classique pour une faction donnée, et c'est bien le cas ici pour les World Eaters. Le répertoire relativement limité des unités de cette faction laisse peu de place aux variations majeures, et cette construction incarne le cœur de liste par excellence. La présence de plusieurs unités d'Octoliers avec la capacité d'éclaireur assure une pression initiale sur l'adversaire, surtout lorsque l'initiative leur revient. Une grande unité de Berserker de Khorne avec le combat en premier complique sérieusement la tâche des armées orientées vers le combat, tandis qu'Angron et une unité massive d'Octoliers exaltés se chargent de réduire les cibles en miettes au moment décisif. Cette configuration, bien que prévisible, reste redoutablement efficace et se montre solide dans l'environnement compétitif actuel. Alors félicitations pour avoir maîtrisé cette liste avec succès et obtenu une belle performance.
À la troisième place, nous aurons une liste démons du chaos, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans les personnages, on commence avec 3 grands immondes. L'un sera seigneur de guerre avec l'optimisation, le don sans fin. À cela, on va rajouter évidemment Rotigus. Pour ce qui est des unités de ligne, on aura une unité de 6 Nurglings, 2 unités de 10 porteurs de peste, et pour le reste, 2 unités de 3 plaques drones, et enfin 3 broyeurs d'âmes avec la marque de Nurgle. C'est un week-end chargé pour Papa Nurgle, et vous comprendrez avec la prochaine liste. Mais avec cette horde démoniaque qui décroche un deuxième résultat sans défaite pour le grand-père, cette liste met les adversaires face à une question simple mais implacable. Pouvez-vous venir à bout de 4 grands immondes et de 3 broyeurs d'âmes avant d'épuiser vos ressources? Si ce n'est pas le cas, Nurgle étendra encore une fois son jardin sur le champ de bataille. Mais la résilience n'est pas son seul atout. Les plaques drones apportent un surcroît de dégâts surprenant grâce aux relances des jets pour blesser, qu'il s'agisse des attaques de mêlée en masse ou du tir indirect des broyeurs d'âmes. Affronter cette armée est une perspective intimidante, et cette liste, en parfaite harmonie avec le thème de Nurgle, ajoute une dimension narrative très fidèle. C'est un excellent travail. À la deuxième place, nous aurons une liste Death Guard. C'est pour ça que je parlais d'un fort week-end pour Papa Nurgle. Allez, dans les personnages, chose très inhabituelle, nous avons un porte-icône de la Death Guard. 3 sorciers Terminator de la Death Guard, Mortarion en tant que seigneur de guerre, ainsi que Typhus. Du côté des unités de ligne, 4 unités de 5 Plague Marines. En transport dédié, 2 Rhinos, et pour le reste, une unité de 10 cultistes Death Guard, 3 unités de 6 Terminator du linceul, une grande unité de 20 Poxwalker, et en unité alliée, une unité de 3 Nurglings. Oubliez les Dogs Brigands et les Prédateurs Destructeurs. Cette liste Death Guard mise tout sur la capacité à faucher l'adversaire comme du blé dur. Avec la baisse de coups de Mortarion et des Death Shroud, cette composition déploie une énorme pression en mêlée, rendant difficile pour l'adversaire de s'en libérer une fois dans le rayon d'action de la contagion. Ce dernier est efficacement étendu par Typhus, tandis que les sorciers Terminator apportent des pics de dégâts dévastateurs, obligeant l'ennemi à ajuster sa stratégie. Une belle performance qui prouve l'efficacité de cette nouvelle approche, et reste à voir si l'environnement compétitif se montrera favorable à cette version de la Death Guard pour réellement s'imposer. Nous arrivons enfin à la première place avec une liste Adeptus Custodes en détachement Talon de l'Empereur. Oui, c'est Joker qui sera ravi de voir qu'un Custodes remporte un tournoi de plus de 80 joueurs. Allez, dans les personnages, on commence avec 3 Blade champions dont l'un sera seigneur de guerre. En unité de ligne, unité de 4 gardes custodiens, en transport dédié, un Rhino Anathema Psychana, et pour ce qui est du reste, on aura 2 Caladius Grave Tank, 3 unités de custodiennes Warden, une unité de 4 Prosecutors, 2 unités de 4 Witchseeker, et parmi les alliés, l'inquisitrice Kyria Draxus. Le qualificatif moyen semble plutôt juste ici. Cette liste Custodes ressemble beaucoup aux configurations pré-mise à jour, où elle offrait des performances solides mais sans vraiment briller. Bien qu'elle puisse sembler en deçà de ce qu'on attend d'une armée complète, l'affaiblissement des listes compétitives les plus dominantes permet à la résilience des Custodes et à leur potentiel en mêlée de s'exprimer davantage. Les Custodes se défendent même assez bien face à la menace des Aquilons, car la grande envergure des Caladius, combinée avec l'indifférence de plusieurs unités face aux tirs de lance-flammes, réduit l'impact de cette menace. La liste a su capitaliser sur ces éléments pour décrocher un trophée, ce qui mérite largement nos félicitations. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.